Bien, je remercie évidemment Stéphane Goudet d'une part et Patrick Fieri de l'autre, l'un dirigeant de Méliès et l'autre l'école de cinéma, costume et théâtre général, de me recevoir dans le cadre de ce qui est une université populaire du cinéma. Donc, ça veut dire que c'est ouvert à tous, j'aime beaucoup cette formule, mais c'est quand même une université. Ce n'est pas un ciné-club. Il va falloir mobiliser tous ensemble nos méninges et nos neurones pour réfléchir un peu à ce que j'ai proposé comme programme, tournure de caméra et partage du regard, c'est-à-dire la manière dont la caméra nous offre à partager son regard objectif, subjectif, celui de tel personnage, ou un regard aérien sans personnage aucun, ce qu'on appelle l'audience caméra, cette espèce de tapis volant qui nous propose, à nous spectateurs, de passer au-dessus dans le dos des acteurs, de voir d'autres choses qu'ils ne voient pas, etc. Donc, ce que je pourrais appeler ces conjugaisons et diffractions du regard, ça n'est pas un souci d'esthète pur et simple, si je peux dire. Moi, je viens de la philosophie. Et c'est qu'est-ce que le cinéma peut nous apprendre de notre psychologie, de ce qu'on appelle facilement nos manières de voir et nos échanges de vues. Je ne pensais pas que le film que j'ai choisi aujourd'hui, au titre de la caméra objective, je reviendrai sur, bien qu'il y ait aussi un peu d'audience caméra, on verra. Mais je ne pensais pas qu'il tomberait dans une telle actualité, coincé entre la mort de Xavier Belin, un des ténors français de l'agroalimentaire, qui dirigeait cette espèce de syndicat, je dis espèce parce que c'est quelque chose de stalinien, qui s'appelait la FNSEA, qui s'appelle toujours la FNSEA d'ailleurs, qui disait qu'il préférait bien sûr l'agroalimentaire industriel à l'agriculture de patrimoine, et qui préférait le génie génétique au biologique. Voilà ce qui régnait sur la France et son agriculture. Nous sommes quand même le premier producteur européen dans le domaine de l'agriculture. Vous verrez que c'est le sujet qui est entre autres traité ici, pas à l'échelle de la France. J'allais dire à l'échelle du cosmos. Oui, puisque le film, c'est un petit peu un point de vue martien qu'il nous propose. Ce point de vue martien, il s'inscrirait un petit peu dans la descendance de Franju, le sang des bêtes, rendre extraordinaire l'ordinaire. Rendre ou faire voir la monstruosité de ce que nous considérons comme normal. Alors, oui, je disais, on est pris en sandwich dans l'actualité parce qu'il y a le salon de l'agriculture qui ouvre samedi. Donc on est en plein, alors là, on pourrait croire que j'ai fait vraiment un plan marketing pour la projection de ce film. Ce n'est pas le cas, c'est un peu le hasard. Et en plus, sort aujourd'hui dans l'IB, je vous engage vivement à signer cette pétition, une pétition qui s'appelle l'appel du sol. L'appel, pas comme une pelle, mais comme un appel. Enfin, en même temps, son symbole, c'est bien une pelle. L'appel du sol pour préserver l'agriculture européenne, notamment rédigée par Pierre Rabhi et d'autres. Terre de liens, terre et humanisme, etc., qui est paru dans l'IP aujourd'hui. Ça me paraît un enjeu important, comme vous allez le voir dans le film. Alors, j'ai choisi donc ce film. Les films que j'ai choisis ne sont pas des films choisis par cinéphilie, bien que ce soit aussi ça, bien sûr. Mais ce sont des films qui ont été choisis pour illustrer, chacun à sa manière, ces fameuses tournures de caméra que j'ai listées la dernière fois, que je vous rappelle brièvement. Caméra objective, la caméra s'absente. Je vois de mes propres yeux en tant que spectateur. Elle efface les marques de son énonciation. On en reparlera après le film. C'est ce qui est pratiqué ici, c'est ce qu'a choisi de faire Gerhalter pour ce film. La caméra subjective, dont on avait une version la dernière fois, qui est la caméra à œil, c'est-à-dire que le filmeur est en même temps celui qui nous donne à voir son regard à travers une caméra. La caméra subjective personnage, dont nous verrons évidemment des illustrations, ainsi que du chant contre chant avec Vertigo le 20 mars. Et la caméra adresse, que j'appelle l'adresse, c'est-à-dire la manière dont un cinéaste réel, c'est-à-dire un documentariste ou un reporter, nous adresse explicitement ces images. Je vois ça comme ça, et toi que vois-tu? Chose qu'il arrive à rendre par des mouvements d'appareil, des décadrages,
Van der Keuken était un des spécialistes de la question. Quand il interviewait quelqu'un, très souvent, au bout d'un moment, il décadrait sur le décor, sur ce qu'il y avait autour de la personne, comme pour nous dire, attention, on peut voir les choses comme ci, mais on peut aussi les voir comme ça. Une espèce de relativisation du point de vue qui met le spectateur en position de juger de ce qu'il voit. Ce qui était un des grands soucis des grands documentaristes d'après-guerre, puisqu'ils sortaient de 5 années de propagande intensive, qui pour la bombe atomique, qui pour les camps, qui pour le stalinisme. Il a fallu réinventer le documentaire après-guerre. Mais on y reviendra dans la dernière séance avec Sans Soleil de Chris Marker, qui est, je pense, un des grands inventeurs ou réinventeurs du documentaire après-guerre, par l'usage notamment de la voix je. Non pas de la voix celle que vous avez, vous déclenchez la télé, vous avez la voix celle dont on ne sait pas qui, et comme on ne sait pas qui c'est Dieu Tout-Puissant. Il détient la vérité et la déverse sur des images, comme si cette voix s'autorisait de ces images pour dire ce qu'elle dit, c'est-à-dire d'une espèce d'évidence des images. Faites l'expérience de couper le son, vous verrez qu'évidemment, il n'y a rien d'évident dans ces images qui justifient le commentaire en règle générale. Ça a été évidemment un des grands points d'achoppement. C'est en partie pour ça que c'est inventé le cinéma direct. Donnons la parole au terrain. Qu'est-ce que c'est que cette voix de Dieu qui tombe sur les images du monde? Là, ici, vous allez en être privé, puisque Gerhalter fait un choix radical, pas de voix. Ça, c'est très important aussi pour le dispositif du film. On en reparlera à la fin. Donc, caméra objective, une caméra qui donne à voir, une caméra qui n'est pas dans la dénonciation, mais plutôt dans l'énonciation, une caméra descriptive. Alors, le paradoxe de la caméra objective, on y reviendra aussi après la séance, mais je vous mets la puce à l'oreille tout de suite, c'est un paradoxe très fort, mais c'est le même paradoxe que celui du livre. Quand on ouvre un roman et qu'on commence à le lire, on ne se demande pas qui me parle. Le livre parle tout seul. Eh bien, la caméra objective, le film se donne à voir tout seul, comme s'il n'y avait pas de caméra. C'est ça qu'on appelle la caméra objective et qui est la base de l'identification au cinéma. C'est ça qui provoque l'identification primaire. Toutes les caméras subjectives qui viennent par là-dessus, si je peux dire, j'en ai déjà parlé l'autre fois, je vois Cary Grant par les yeux d'Ingrid Bergman et réciproquement, viennent en seconde main, si je peux dire. Cette caméra objective, elle est importante pour planter le décor, pour installer un ensemble, pour justement rendre un espace partageable par les protagonistes qui vont après nous inviter à leur caméra subjective d'un côté ou de l'autre. Donc le paradoxe de cette caméra objective, c'est que on pourrait se dire qu'avec grand bon sens, si je vois en ce moment un film, c'est que quelqu'un l'a tourné. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe dans la tête du spectateur. De même, quand on lit un récit de fiction à la troisième personne, on ne se dit pas ciel qui a écrit, on ne va pas toutes les 5 minutes regarder la couverture pour savoir le nom de l'auteur ou dans quelles conditions ça a été produit. On rentre dans l'histoire. C'est pareil ici. C'est-à-dire nous n'exigeons pas qu'il y ait un énonciateur personnalisé pour croire au film. Voilà. Ça, c'est l'entrée dans la créance du film. Mais on y reviendra après, il y a ici un piège. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous passer un documentaire. Le piège est le suivant, c'est que cette posture de la caméra objective, donc cette caméra qui s'absente comme si elle n'y était pas de ce qu'elle nous donne à voir, est une fiction narrative. C'est l'équivalent du récit à la troisième personne dans les romans. Mais quand on glisse vers le documentaire et que, comme à la télé, on prétend que c'est le nobody's point of view, puisque les Américains ont théorisé ça, je crois que le premier à l'avoir dit, c'était une conférence de presse en 1971, le patron de CBS News, au MIG TV, a déclaré « Quand les gens voient des programmes d'information de CBS, ils ne voient pas le point de vue de CBS, it's nobody's point of view. » On croirait du Trump. C'est le point de vue de personne. Alors, on verra justement en quoi, là, ça pose question. Ça pose une sérieuse question éthique. Parce que nous acceptons très bien d'être plongés dans les aventures de Batman, etc. On ne va pas demander plus que ça. L'important, c'est d'y croire ici. Mais le régime de croyance en fiction et en documentaire n'est pas du tout le même.
Et donc, la place de l'énonciateur n'est pas du tout la même. Et donc, je suis en position, si vous voulez, de demander des comptes à qui me montre ça, de quel point de vue et pourquoi. Ce qui est une attitude un peu différente de celle de la fiction, où je ne demande qu'à y croire, et si j'y crois pas, je crie rembourser. Vous remboursez ici? Théoriquement, vous pouvez être remboursé. Donc, nous reviendrons là-dessus. On va voir donc ce film de Gerhalter, qui est un cinéaste autrichien. Les Autrichiens ont ceci, je dis les Autrichiens, c'est vite dit, mais au moins ils partagent avec deux de ses collègues, Hubert Sauper, qui a défrayé la chronique en France avec Le Cauchemar de Darwin, et Ulrich Seidel, qui est un cinéaste extrêmement provocateur, qui mélange fiction et documentaire, pour montrer en général le sordide de nos vies, hein, et le banal en même temps. Ils ont de pratiquer un cinéma assez frontal, c'est-à-dire que le spectateur est le contre-champ, le seul qu'on trouve dans le film. Ça aussi, on y reviendra. Ça marche pas. Bon, c'est pas grave. C'est quand on parle trop longtemps, ça, au bout d'un moment, ça coupe. Cette figure du champ contre champ, qui est une des bases de la fiction, est ici absente. Alors vous me direz, je ne vais pas vous raconter le film, etc. J'attire quand même votre attention sur certains points importants dans la structure du film. Le champ contre champ, c'est ce que je disais tout à l'heure de Ingrid Bergman et Cary Grant. La base du cinéma, c'est cette fameuse triangulation, Cary Grant, Ingrid Bergman et point de vue extérieur. Le troisième sommet du triangle. Ici, rien de tout ça. C'est le spectateur qui se trouve, et lui seul, en position de contre-champ. Cette figure qui est de la base de la fiction est ici exclue, ce qui donne un parti pris très fort. Voilà, c'est un film de 2005. Gerhalter s'était fait connaître par un film absolument à voir absolument, qui s'appelle Pripyat, 1999. Pripyat, c'est la zone d'exclusion de Tchernobyl. Comment est-ce qu'on vit là? On a des cancers de la thyroïde, ou qu'on est vieux et qu'on est retourné comme avant, avec, en douce, repêcher dans les rivières, boire l'eau, cultiver ses poireaux, etc. Et puis aussi tous les gens. C'est du travail au long cours, vous voyez. L'actualité ne parlait déjà plus de Tchernobyl quand Gerhalter a choisi d'y aller, pour voir comment ça reprenait vie et quelle vie, et à quel prix. Il a fait cette année, en 2016, mais là je ne peux pas vous en parler plus parce que je n'ai vu que la bande-annonce, un film dans le même esprit que celui-ci qui s'appelle Homo sapiens, où il a filmé tous les lieux hautement technologiques, industriels, abandonnés. Donc vous avez des cliniques abandonnées, des toboggans dans la mer, des hôtels, n'en parlons pas, etc. C'est un côté, vous savez, il y a un livre de Jorion qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Le dernier qui s'en va éteint la lumière, sur l'extinction de notre planète, enfin notamment de nous, et de notre planète peut-être après. Donc il y a un esprit un peu comme ça qui souffle, un peu apocalyptique. Mais évidemment, il est encore temps. Il est encore temps de ne pas reconduire quelqu'un comme ce monsieur qui vient de quitter ce monde, qui était à la tête de la FNSEA, par exemple. On peut peut-être en élire un plus favorable à l'agriculture bio. Voilà, je vous laisse donc avec ce film qui dure 1h30, et puis après, on reviendra. Alors, on ne pourra pas revenir sur quelques séquences parce qu'il y a des problèmes de projection. Au moins, on en reverra une ou deux. Et puis, on reparlera du dispositif du film. À tout à l'heure. On pourrait dire that's it. C'est factuel. Et d'ailleurs, je vais vous dire bien une phrase d'une des interviews de Gerhalter. J'envisage mes films comme de futurs documents d'archives. Les gens se demanderont, ah, il faisait comme ça à l'époque. S'il reste des gens, évidemment. Avant de voir un peu plus comment le film et les options qu'il a prises, la première option est bien évidente pour plein de cinéastes de cette après-guerre que j'évoquais tout à l'heure, la réinvention du documentaire d'après-guerre, c'est comment ne pas tomber dans la propagande.
Donc, il ne s'agit pas de faire la propagande des industries agroalimentaires, mais il ne s'agit pas non plus de faire une contre-propagande dénonciatrice avec commentaires, etc. Il s'agit de donner à juger au spectateur qui est partie prenante, qu'il le veuille ou non, de cette chaîne alimentaire. Je ne dirais pas qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non. C'est-à-dire que le grand problème, ce n'est pas un hasard si ce sont des Autrichiens, tous ces cinéastes. Le grand problème aussi qu'a soulevé la guerre avec toutes ces on ne savait pas, la fameuse phrase qui revient, et finalement tout le cinéma de Marcel Ophuls, elle court, tout son cinéma, Marcel Ophuls, court après cette phrase. On ne savait pas. Là, voilà, on nous met sous le nez, si je peux dire, l'évidence, c'est-à-dire mesurer la conséquence de nos actes. Vous savez que Zygmunt Bauman a écrit ce livre formidable et tragique qui s'appelle « Modernité et Holocauste ». L'Holocauste comme expérience inaugurale d'une certaine modernité, et non pas comme une crise de folie. Et l'axe principal, pas que lui, chez Ophuls aussi d'ailleurs, l'axe principal, c'est ce questionnement sur la chaîne des conséquences de nos actes à partir du moment où c'est très automatisé et où ma main gauche ignore ce que fait ma main droite, etc. Et on sait très bien des expériences psychologiques ont été menées, que quand il s'agit d'envoyer des décharges électriques à distance à quelqu'un pour lui faire avouer quelque chose, c'est plus facile quand si on vous donne un couteau. Alors, ici, il y en a qui jouent du couteau, dont cette dame que je trouve absolument, je pourrais presque lui dédier cette critique, cette analyse du film, qui affûte son couteau avec beaucoup de savoir-faire, et puis qu'après on voit manger, visiblement, d'après le papier, ça, un sandwich fait à la maison. Elle ne mange pas, visiblement, la nourriture de la cantine de l'abattoir. L'autre dédicace et l'autre vignette que je voudrais faire avant d'aller un petit peu plus loin, et puis on va revoir 2 séquences avant que la projectionniste nous abandonne, c'est ce que j'appelle la pietà des porcs aux pinces. Cette femme assise avec sa blouse bleue, son casque rouge, etc. Et ces pinces qui doivent développer une puissance monstrueuse, puisque c'est une machine qui est derrière, et qui toute la sainte journée, c'est presque une piéta aussi, et elle a un coup d'œil pour le porc avant de lui sectionner les pattes, comme s'il venait à confesse. Il y a là, il se passe dans l'esprit du spectateur beaucoup plus que n'importe quel scénariste pourrait mettre ou n'importe quelle interview. Ça, c'est la grande force, à mon sens, de ce cinéma. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de revoir 2 séquences que j'ai mis en regard et qui vont nous permettre de nous mettre quand même un peu, si j'ose dire, à l'abri sous l'aile de Hitchcock. C'est la séquence de pulvérisation des poivrons. C'est très beau à la fin quand ils ramassent les poivrons. On s'aperçoit d'ailleurs qu'ils ne sont même pas en terre, ils sont dans des socles de polystyrène. C'est la culture du hors-sol. On pourrait dire que c'est une certaine civilisation du hors-sol. Maintenant, le mot a gagné les milieux du management et de la grande finance. On parle de cadre hors-sol. Ils passent d'un avion à l'autre, etc. Ils sont complètement coupés des réalités de la planète. Ils passent leur temps à jongler à la microseconde avec des investissements qui sont en partie ceux-là, bien sûr. Donc on va voir ça, et puis le chant de tournesol, qui évidemment nous met directement en raccord avec Hitchcock, qu'on verra la prochaine fois, pour tout à fait d'autres raisons. Je dois signaler ici un petit problème, c'est qu'il y a une petite trahison à l'égard de Gerhalter, c'est que vous avez vu une copie DVD. C'est pas du tout fait pour être projeté sur un écran de 8 mètres. C'est fait pour être projeté chez vous, sur une télé ou un écran de 2 mètres. Donc vous avez vu que les arbres, les végétaux n'ont pas la définition requise, etc. C'est quand même une trahison. C'est filmé avec une qualité super 35 mm. Et évidemment, on doit voir chaque épi de maïs. Donc je vous laisse les réimaginer. Mais quand même, il faut noter ça. Évidemment que le film étant basé sur la photographie et la qualité photographique. On redira pourquoi après. Donc si on peut, s'il vous plaît, revoir les 2 séquences que j'ai sélectionné et les projeter. Donc 2 brèves séquences.
La première, elle a un côté presque... D'ailleurs, Gerhalter le dit, il est fasciné par les machines, par le côté jouet, parce qu'on pourrait finir de voir le film et dire « Mais où s'arrêtera le génie humain ?» Film absolument formidable sur le génie humain qui sait appliquer la mécanique à toute chose et qui sait transformer la nature par la mécanique et la biologie, etc. Lui ne prend pas position. Évidemment que cette neutralité esthétique apparente ne cherche pas à cacher un engagement politique profond, mais le jugement nous appartient. Ce qui est absolument terrifiant dans cette scène, c'est ce sentiment de mort une fois que l'avion est passé. Cette espèce de rideau qui tombe dans le silence. Alors, vous remarquez le travail qu'il a fait, c'est l'avion rentre dans le champ, puis sort du champ, mais le son, évidemment, reste dans le champ, c'est le cas de le dire. Et l'avion passe face caméra. Donc vous imaginez bien que l'équipe du film, c'est pour ça que je voulais vous montrer ces deux séquences, est habillée exactement comme les gars que vous avez vus dans la séquence des poivrons. Parce qu'évidemment, enfin, on espère pour eux. La séquence des poivrons, et cette séquence-ci, nous montre que tout le film est fait en plan fixe, à part quelques travelling d'accompagnement, comme la dame au poulet, en bleu, qu'on va manger aussi à un moment. Les gens qui travaillent dans les poulets sont beaucoup accompagnés par la caméra. Mais sinon, il n'y a que 3 ou 4 travelling autonomes sur les pommes, sur les taureaux dans les cages, sur les poissons. Sinon, la caméra ne fait que des plans fixes, ou des plans fixes mobiles, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'elle est elle-même perchée sur un mobile, un tracteur, un trolley, etc., et qui fait qu'il y a un mouvement d'appareil. Mais sinon, tout le film est construit sur le cadre. Donc ça, c'est la première remarque très importante, c'est-à-dire ce choix qui lui permet, par cette caméra objective, de se soustraire au système de la propagande d'un côté ou de l'autre. Évidemment que ça fait quand même appel au jugement du spectateur. La manière de rendre compte objectivement, c'est-à-dire crûment, des choses, n'est pas neutre. Mais il s'agit ici de naviguer entre... Je ne me rappelais plus tellement de la séquence finale qui est assez dure sur les bœufs quand même. Mais il s'agit de naviguer, d'éviter le spectaculaire sans éviter le sujet. Deuxième chose, donc plan fixe. Mouvement d'appareil uniquement quand la caméra est fixée sur un mobile qui lui-même agit au sein de la chaîne alimentaire, à 3 ou 4 travelling près que j'ai nommé tout de suite. Et il y a un plan aussi qui est un peu... Ils n'ont pas eu le temps de mettre le pied de la caméra, c'est le monsieur qui regarde aux jumelles les champs d'asperges. On voit les bords du cadre bougent un peu. Là, le caméraman a fait tout ce qu'il a pu, mais on voit qu'il n'y a pas de pied, quoi. Je pense que c'est le seul cas où vraiment ils ont fait ça à l'arrache, si j'ose dire. On voit légèrement les bords du cadre bouger, mais très très peu. Donc c'est ce parti pris frontal qui caractérise le choix esthético-politique du film. Deuxième choix évidemment radical, aucune musique d'accompagnement, que ce soit pour accentuer, dramatiser, distraire, aucune musique. Par contre, vous avez vu dans le générique, il y a 6 personnes au son. La bande son est faite des bruits. Troisième chose, bien sûr, aucune parole humaine, si ce n'est pendant quelques pauses repas dans des langues qu'en général nous ignorons. Un ami allemand m'a même dit que les 2 gars dans la mine de sel, là, qui descendent dans l'ascenseur, c'est assez drôle, hein, c'est vertigineux hein, comme séquence, parce que c'est en temps réel. Là, c'est important de l'avoir in extenso, pas d'avoir un extrait. À combien de centaines de mètres sous terre descendent-ils pour aller finalement manger leur casse-dalle, si j'ose dire. C'est dans un patois allemand, pas toujours très compréhensible, m'a-t-on dit. Idem pour les ouvriers maghrébins qui mangent sous l'olivier. Là. Et pourquoi n'y a-t-il pas de parole humaine? Parce que les gens sont ou trop loin, ou dans un vacarme tel qu'on ne peut pas parler. Donc c'est une forme de soustraction de la parole. Et le film est fidèle à cette soustraction de la parole. Je pensais au film de Cavalier qui s'appelle Libérame, sur l'occupation, la résistance, etc., qui a été sifflé à Cannes d'ailleurs, en partie. Quelle a été l'option
de Cavalier pour ce film radical? Eh bien, il est parti de l'idée que dans une dictature, on interdit l'opinion publique, on interdit l'échange libre des paroles. Donc les gens n'échangent pas un mot. On soustrait la parole dans les caves sous la torture. C'est la seule parole autorisée. Donc il fait tout un film comme ça. C'est gonflé. Et ici, on a la même logique. Parce qu'il y a deux choses qui sont filmées ici. Il y a le traitement que nous faisons subir à la nature, végétaux et animaux, mais il y a le traitement des hommes par eux-mêmes. C'est-à-dire l'exploitation du travail. Donc, je vais vous livrer le secret de cette séance. À la sortie, vous aurez un questionnaire à remplir. Quel métier choisissez-vous de tous les métiers que vous avez vus dans ce film? Vous aurez droit à un stage gratuit de 3 mois, même peut-être rémunéré. Choisissez bien. La palette est large. Une trêve de plaisanterie. Revenons à ce traitement. Alors, au début, Gerhalter avait envisagé des entretiens. Là, c'est son monteur qui parle. Et finalement, ils ont décidé ensemble de soustraire tout entretien, de laisser parler les faits, les chaînes, puisqu'il s'agit de chaînes alimentaires, et les gestes du travail, extrêmement durs la plupart du temps, avec quand même des points comiques. Le poisson qu'on éventre, ça a un côté quand même... les poulets qui sortent comme ça a des côtés presque... Les poussins catapultés comme des balles d'un lope, ça a des côtés tragicomiques. Enfin, on est déstabilisé par rapport à nos propres inventions. Et voilà ce que dit le monteur Wolfgang Wiederhofer. Une interview serait une tentative de réindividualiser le procès industriel alors qu'il supprime toute individualité. Nous avons donc choisi l'horrible vide du sans-parole. Donc, il y a une force dans ce cinéma qui est le face-à-face entre le public et ce qu'il aimerait peut-être mieux ne pas voir, mais ce dont il dépend quand même. Une chaîne dans laquelle... C'est pareil, le cauchemar de Darwin a fait aussi scandale pour exactement les mêmes raisons. Qu'on n'aille pas chercher, il y a eu un procès fait ici, que d'ailleurs M. Garçon, pour ne pas le nommer, professeur à Paris 1 à l'époque, il doit être à la retraite maintenant, a fait un procès au film pour faux, qu'il a perdu. Et il a été condamné pour diffamation. Évidemment que le cauchemar de Darwin, on peut lui reprocher plein de choses, mais pas d'être un faux. Sauper a filmé exactement ce qui se passait autour du lac en question. Maintenant, qu'on ait une résistance ou une envie de fuir devant ce qui est un film d'horreur, oui, bien sûr, ça, on ne peut pas le nier. Mais c'est un choix délibéré de Sauper de faire un film d'horreur sur la perche du Nil, bien sûr. Donc j'en reviens à cette idée de caméra objective, et on voit bien quelle est l'option ici assumée par Gerhalter. C'est à la fois, il soustrait, ah oui, autre paramètre important, aucun champ contre champ. Le champ contre champ crée une dynamique interne à l'espace entre les acteurs, qui deviennent acteurs habitants d'un espace commun. Ici, il n'y a rien de tel. C'est des plans d'ensemble ou des plans plus serrés, mais c'est le spectateur qui est frontalement face aux situations qu'on lui expose. Le ton est tout de suite donné, avec la fenêtre qui s'ouvre, la lumière qui s'allume derrière le hublot, et on entend déjà les poussins qui piaillent dans les racks dans lesquels ils sont rangés. Voilà, nous sommes. C'est-à-dire essayer une certaine transparence. Mais, évidemment, Gerhalter n'est pas naïf, et il dit lui-même qu'il s'agit, pour le spectateur, de bien comprendre où est posée la caméra et comment elle opère. Or, on a à la fois cette énonciation descriptive, mais qui est tellement assumée, stylisée et répétée, que, évidemment, on est face à une forme de rhétorique. Ça n'a rien à voir avec le nobody's point of view de la télévision ou des images de propagande. On pourrait même dire que ce qui caractérise la propagande,
en documentaire en général, c'est qu'on fait semblant qu'on n'y est pour rien. C'est le monde qui défile sous nos yeux, avec son plein sens et ses vérités à ciel ouvert, que le commentaire se contente de nous énoncer pour que nous comprenions mieux ce que nous sommes en train de voir. Il y a là, dans cette espèce de système de redondance qui existe depuis que le son est apparu, c'est-à-dire depuis les années 30, un système en boucle que déjà Bazin avait critiqué à propos de la série américaine « Pourquoi nous combattons ». On dit au spectateur, la voix off, la voix anonyme du speaker, s'autorise d'une espèce d'évidence des images auquel en fait elle prescrit un sens. C'est cette boucle infernale qui est l'ordinaire de toutes les télévisions du monde. Et ici, évidemment pour un cinéaste de cette classe, il n'est pas question de tomber là-dedans. Bon. Il ne veut pas faire du Wiseman non plus. Alors c'est intéressant de voir la lignée des grands films sur les abattoirs. On a Franju dans l'immédiate après-guerre, Le sang des bêtes. On a le film de Wiseman en 1976, Mythe, sur les grands abattoirs et élevages et abattoirs du Colorado, je crois. À la même époque, ce serait intéressant de le revoir, d'ailleurs dans les années 76, il y a eu un film de Jean-Louis Le Tacon qui s'appelait Cochon qui s'en dédie, sur un éleveur de porc hors sol, comme ça, qui finit par tout lâcher. Il ne tient plus le coup, ni financièrement, ni nerveusement. Et puis ce film-ci qui continue cette grande thématique, dis-moi ce que tu manges, ou comment tu manges, et je te dirai qui tu es. Oui, ces pauses déjeuner ont remplacé finalement les interviews. Il y a la dame qui fume sa cigarette en posant son gobelet sur le scooter. Ça, évidemment que là, le sans-parole est beaucoup plus fort que n'importe quel entretien sur la dureté du travail, surtout qu'on les a vus au travail. Le raccourci est excellent. Le moment de la pause déjeuner. Voilà, donc peut-être vous avez des questions. Il sera intéressant de voir dans la séance prochaine comment Hitchcock, dans un tout autre registre, puisqu'il s'agit d'une histoire macabre, mais d'une histoire d'amour quand même, utilise justement les figures qui ne sont pas du tout présentes ici, c'est-à-dire les figures de la caméra subjective. Le subjectif personnage, le regard de James Stewart sur Kim Novak, et comment le regard dans la première partie n'est pas le même que dans la seconde, et le contre-champ sur le visage de James Stewart regardant. Donc on a ceux qui le regardent et le regardeur. C'est cette dialectique-là qui articule tout le film. Comme dit Hitchcock, la réaction, c'est ce qui est important quand on utilise une caméra subjective. Parce que si vous ne restez qu'en caméra subjective, si vous ne voyez que ce que voit James Stewart sans jamais voir la réaction sur le visage de James Stewart, vous êtes dans un regard machinique très rapidement et vous ne savez pas quelle expression lui attribuer. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire, au fond, si j'aime bien ce paradoxe, que la caméra subjective, ça n'est pas l'exercice du regard de James Stewart sur Kim Novak, et le nôtre par définition, puisque nous endossons cette caméra subjective. C'est quand la caméra regarde la réaction sur le visage de James Stewart que nous avons quelque chose de la subjectivité du personnage qui nous est transmis. N'est-ce pas ? Donc une caméra subjective au sens basique du mot, c'est-à-dire celle qui nous fait partager la vision oculaire d'un personnage, n'est qu'une demi-subjectivité. Parce que si vous restez là-dedans, au bout d'un moment, c'est Super Mario. C'est un jeu vidéo. C'est pas un film. Ça n'a strictement plus aucun intérêt. Le seul film qui a été fait comme ça, enfin systématiquement, qui s'appelle La Dame du Lac, de Robert Montgomery en 1947 ou 9, évidemment, c'est à tomber d'ennui. Puisque tout le monde regarde la caméra comme si c'était le détective de vous, et vous avez un peu des gens façon journal télévisé qui vous regardent. Donc, il faut bien enregistrer ça, c'est que
il y a tout des tas d'interactions entre la caméra objective, la caméra subjective qui exerce le regard d'un personnage et le contre-champ sur le visage et la réaction du personnage qui articule toute la logique du cinéma. On pourrait dire qu'au fond, l'histoire du cinéma, c'est l'histoire infinie des échanges de regards entre humains. Comment me vois-tu? Comment crois-tu que je suis? Est-ce que tu crois que je suis celle que tu crois? Est-ce que, etc. C'est comme quand on met deux miroirs face à face. Et Hitchcock sait très bien ça, le drame se noue. Et il se noue de 1000 façons, toutes plus imprévisibles les unes que les autres. Ça peut finir par un baiser ou un coup de couteau. Hitchcock fait les deux et il dit qu'il faut filmer les crimes comme des scènes d'amour et réciproquement. Il n'est pas fou, il sait de quoi il parle. Mais ici, bien sûr, on est dans un cinéma extrêmement soustractif. Il y a quelques films de fiction qui ont été faits aussi dans ce régime extrêmement austère de caméra objective. Mais en documentaire, les cinéastes que j'ai cités, beaucoup et les Autrichiens, aussi Farocki parfois en Allemagne, recourent à ce procédé qui est esthétique, mais qui n'est pas esthétisant, parce que je pense que c'est important de le souligner. J'aimerais bien, c'est dommage, il est mort ce matin, mais sinon le président de la FNSEA aurait sûrement quelque chose à dire de ce film. Est-ce qu'il le trouve formidable, à la gloire des industries agroalimentaires qu'il aime tant, ou est-ce qu'il le trouve accablant au point qu'il aimerait bien qu'on l'interdise un peu? Est-ce que les supermarchés envisagent une vision raccourcie à l'usage des consommateurs, à l'entrée des caisses, dans leurs grandes surfaces, parce qu'après tout, c'est à la gloire, entre guillemets, de nos industries alimentaires? Ou est-ce que, bon, c'est ce que dit très bien Gerhalter, il dit, ben voilà, certaines industries ont dit, bien sûr que vous allez venir filmer chez moi, c'est nickel. C'est exemplaire, c'est formidable. Et puis d'autres ont dit, oula, ce sujet-là, il est un petit peu trop tendu, vaudrait mieux pas. Mais c'est vrai qu'on en revient à la question du livre de Safran Foer, je crois. Faut-il manger les animaux? Mais cette question, le film ne la pose pas. C'est vous qui vous la posez parce que le film vous y incite. C'est-à-dire, on vous est engagé à une réflexion personnelle, vous avez la liberté de le faire grâce à cette position un peu contemplative, entre guillemets, que vous confie le film. Et c'est une position qui consiste, c'est ce que certains historiens appellent l'estrangement. Il s'agit d'un seul coup de voir ce qui nous est familier avec un regard décalé. Un regard qui d'un seul coup fait un pas de côté. C'était la même logique chez Franju. Rendre extraordinaire l'ordinaire, rendre monstrueux le normal. On ne va pas vous parler des guerres, on ne va pas vous parler des tortures. On va vous parler de la chaîne alimentaire actuelle, telle que nous la vivons, telle que nous en bénéficions, entre guillemets, telle que la planète en souffre. Vous l'imaginez bien, et les animaux aussi certainement. Voilà le propos, mais ça nécessite une rigueur extrême. Ça, c'est des films de cinéma. Jamais la télévision ne fera un truc pareil. C'est complètement exclu. Parce que cette approche, justement, sans commentaire, et cette approche extrêmement esthétique, appartient en propre au cinéma, et c'est pour ça, et je l'espère, que le documentaire a encore de belles années de grand écran devant lui, car il ne faut pas qu'il se cantonne à la télévision, au petit écran. Voir un film comme ça, c'est évidemment le voir dans sa taille, même si on a encore une fois une mauvaise copie, mais ça ne fait rien. C'est le voir dans toute sa splendeur, horreur, entre guillemets. Voilà, je vous donne la parole si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, soit sur le style du film, soit sur son propos. Non, je voulais revenir sur 2-3 choses qui me paraissent intéressantes, mais qui permettent d'interroger cette question du point de vue objectif, y compris à partir des 2 extraits là qu'on vient de voir. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, le deuxième est particulièrement fictionnel, puisqu'il travaille complètement avec le spectre de l'image de La mort aux trousses d'Hitchcock. Et du coup, avec une idée quand même très simple, c'est que la particularité de ce plan, si on prend le calque de l'image hitchcockienne, c'est qu'il n'y a pas d'humain. L'avion évidemment entièrement déshumanisé, et que du coup nous sommes Cary Grant. Exactement. Et donc c'est nous qui sommes menacés par cette propulsion de pesticides sur l'ensemble du champ. Voilà. Donc on prend littéralement la place d'un personnage qui est une façon de nous inclure dans le récit,
alors même que le récit joue très très longtemps sur la disparition des corps, sur des modalités aussi variées et intéressantes que la question de la disparition de la parole. Par exemple, dans le premier extrait que tu as choisi de remontrer, les corps disparaissent parce qu'ils sont englobés dans cette espèce de costume-là, d'extraterrestre, quoi, enfin, ou de cosmonaute même. Parce que pour le coup, le rapport à la fiction dans le premier extrait, il passe aussi par la question du genre cinématographique, puisque de toute évidence, le film joue aussi avec l'idée qu'il est à la frontière du film de science-fiction, mais que c'est bel et bien réel, tout ça. Et donc l'horreur provoquée par le film, elle est aussi dans cet entre-deux-là, entre la captation documentaire et la suggestion de films qui sont du film fantastique, du film de science-fiction, etc. Et ça fait même penser par moments à du Spielberg qui ne dit pas son nom. Enfin, il y a un rapport comme ça, à Rencontre du troisième type que j'ai vu récemment. Voilà, donc ce qui est intéressant dans la question de l'objectivité, c'est de voir comment se subjectivise le regard, puisque la subjectivation ne passe pas par la question du positionnement de la caméra. Exactement. Et tu l'as dit, ne passe pas par la fixité ou la mobilité, la fixité étant très largement dominante. Et il y a au moins deux modalités qui me paraissent intéressantes et dans les deux extraits que tu as montrés. La deuxième, c'est la subjectivation par la référence fictionnelle, et donc qui tout à coup, effectivement, cette connotation donne une dimension subjective, intersubjective, j'allais dire, puisque c'est un imaginaire commun qui tout à coup vient nourrir l'image, mais passe aussi par des questions de montage, puisque là on a coupé juste avant, mais dans le montage, dans le plan qui suit celui des tournesols balayés par l'avion, là, on a immédiatement les mêmes champs de tournesol totalement noircis, qui sont immédiatement laminés par cette espèce de herse qui traverse le champ, et évidemment l'effet produit, même si ça n'est pas ça sans doute la réalité des faits pour le coup, c'est que les pesticides dispensés ont immédiatement produit une mort générale de l'ensemble de ce champ merveilleux sur lequel on pouvait s'extasier 3 minutes avant. C'est-à-dire que là, le raccord sec produit immédiatement du sens, qui est un sens de mort. Un sens d'huile. Absence d'huile. Oui, oui, oui. Oui. Mais c'est vrai que ça fait aussi cet effet. Et la deuxième chose que je voudrais dire par rapport à la subjectivation du premier extrait, c'est que il y a un autre mode, c'est comment se construit le sens. Et pour le coup, j'avais envie de t'interroger là-dessus, parce que le monteur n'est pas que monteur au générique, il est monteur et auteur de la narration, qui est quand même quelque chose d'assez étonnant dans un générique documentaire. En général, la narration, elle est plutôt portée, revendiquée par le réalisateur lui-même. Là, il est responsable de la splendeur des images et réalisateur, mais il attribue le scénario ou la narration à son monteur même. Et parmi ma façon de faire sens dans le premier extrait que tu as montré, il y a une façon de faire sens par la récurrence du geste, parfois d'ailleurs d'autres motifs, par exemple de la couleur. Dans le plan des poivrons, le geste, par exemple, qui tout à coup résonne, c'est le geste de cueillir, puisque la cueillette renvoie à la cueillette des poussins avant, y compris par l'assonance de la couleur jaune, pour le coup. Et ce geste de la cueillette, comme ça, crée du sens, non pas cette fois dans la contiguïté des plans, mais vraiment à distance, de manière à produire justement un regard subjectif qui finit par composer un regard sur le monde, quoi. Et je dis ça en pensant que dans la composition générale du film, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'abstraction autour de quelques gestes ou de quelques phénomènes. De même qu'il y a la cueillette, il y a par exemple la question de l'aspiration, qui est quand même un des éléments qui structure le récit vraiment et qui permet de mettre en scène quelque chose que moi j'ai jamais vu comme ça au cinéma, qui est cette transition de l'animal au végétal. C'est un des rares films vraiment qui moi me fait ressentir la question de la maltraitance végétale, qui est quand même vraiment, pour le coup, autant la maltraitance animale, d'une certaine façon, on a une habitude de la voir traitée, autant la maltraitance végétale, tout à coup, là, elle est sensible, même dans l'olivier secoué, enfin, dans la façon dont on bat un certain nombre de phénomènes. Voilà. Donc je voulais savoir si tu t'étais interrogé, entre autres, sur cette question-là de la construction générale du récit, qui est attribuée au monteur, Oui, et comment, toi, tu justifiais d'une certaine façon l'organisation générale de ce récit. C'est d'une certaine manière, le poivron donne le ton, si tu peux dire, ou donne le temps. C'est-à-dire au début, on a l'aspersion du poivron pour qu'il grossisse. Ensuite, et on se dit qu'on mange ça après, évidemment.
le gars qui les cueille après, dans le plan immédiatement après. Puis vers la fin du film, on a le moment où on arrache les plants une fois qu'ils ont été vidés de leur contenu. Et ça termine par la stérilisation des serres. Et c'est là qu'on découvre complètement que ce n'est pas des serres de terre. C'est-à-dire que la terre, elle est complètement rabotée. Elle ne sert que de support à des choses qui vont être replantées hors sol et qui donc ne connaissent plus de saison. Donc il y a cette progression-là dans le film, mais comme tu dis très bien, je pense que oui, il y a une volonté et un monteur par le sens du rythme qu'il doit avoir, il est sensible, c'est presque musical. Il y a des répétitions de gestes, il y a celle que tu as déjà citée, s'ajoute la catapulte, que ce soit la nourriture sur ces pauvres vaches ou bœufs, etc., ou taureaux, hein, que ce soit les poussins, que ce soit les poissons, etc. Hein, il y a aussi ce mouvement-là, le mouvement d'aspersion, le geste de cueillette, le geste de couper, avec des tas d'instruments différents. Et puis, il y a à la maltraitance végétale et animale se joignent deux autres maltraitances, celle du travailleur et celle du consommateur. C'est une chaîne, alors forcément, la chaîne, quand elle est entamée d'une certaine façon, on va jusqu'au bout, et au bout, c'est votre assiette. Je dis votre, parce que ce n'est pas la mienne, parce que je ne mange plus ça depuis pas mal de temps. Je pense que je ne suis pas tout seul dans la salle, mais ceux qui n'auraient pas encore fait le pas, c'est quand même l'occasion. Ce qui est amusant, c'est que pour en venir à des choses plus familières, c'est qu'on a plein d'amis qui n'arrêtaient pas de me dire mais c'est quoi le bio, c'est une étiquette qu'on met dans... Et qui maintenant se trouvent devant le franchissement du pas parce qu'ils sont grands-parents et leurs enfants leur disent attention, vous confiez les enfants à une condition. Suivez mon regard. Qu'ils mangent des choses mangeables. Donc ça, évidemment que ça arrive. Quelque chose se passe. Mais la différence quand même, il y a toujours eu la souffrance animale, je veux dire, moi, mon arrière-grand-père était le cochon et c'était pas triste non plus. C'est vrai. Mais là, c'est l'abattage en batterie. Voilà, c'est le taylordisme, c'est ça qui est fascinant. Je trouve que c'est ça que montre plutôt le film, plutôt que la souffrance animale en soi, parce qu'on a toujours tué le cochon. Mais est-ce que tuer un seul cochon, ça fait plus de mal au cochon qu'en tuer 10 000 ? Non, c'est pas ça le problème. Je pense que ça fait moins de mal à celui qui le tue. Voilà. Très important. Et donc il le tue mieux peut-être. Et en tout cas, il ne l'a pas élevé de la même façon non plus. Oui. Et puis alors il y a une scène, moi je ne suis pas d'accord avec... je pense quand même que l'olivier qui est secoué, c'est pareil, c'est une technique ancestrale de secouer les oliviers. Bon, là, il y a un gros moteur, un machin, un truc, et mais on a toujours secoué les oliviers pour faire tomber les olives. Et puis, même si on ne secouait pas c'est juste pour les faire tomber au bon moment et qu'on puisse les ramasser tout ensemble. Parce que sinon, elles tombent, les olives, une fois qu'elles sont mûres. Ou les cerises. Mais j'ai été surpris qu'ils ne mettent pas une toile pour les recueillir, oui, que ça tombe par terre, et après il y a une espèce de truc mécanique qui ramasse la poussière, qui ramasse tout. Donc moi j'imagine qu'après elle doit être lavée, une toile, bien sûr, mais c'est quand même étrange. C'est-à-dire qu'on est en deçà ou au-delà, je ne sais pas quoi dire, du respect du produit, de l'animal, de la nature, de la terre, etc. D'où cet appel aujourd'hui. Vous savez que s'il y a 1 million de signatures, la Commission européenne sera obligée de se saisir de l'affaire. Donc c'est important. Je ne vais pas militer pour cet appel, mais je le fais quand même. Ça s'appelle l'appel du sol, en un seul mot sur Internet. Et donc il y a déjà 400 organisations écologiques de nature, etc., qui l'ont signé, et beaucoup de gens déjà. Mais voilà. S'il y a 1 million de signatures, la Commission européenne sera obligée de se saisir de la protection des sols agricoles pour éviter le bitumage, les pesticides, etc. Deux petites questions, remarques. Ce qui m'a frappé, c'est la large prévalence des plans symétriques. Il y a beaucoup de plans. On voit un mouvement qui se déroule au milieu de l'écran, soit dans un sens, soit dans l'autre. Je voudrais savoir si vous avez quelque chose à dire sur cette symétrie qui est manifestement un parti pris avec ce mouvement central dans la plupart des scènes.
Et l'autre remarque qui n'a rien à voir, c'est que j'ai été frappé par le contraste entre la mécanisation très, très poussée et d'un autre côté le travail humain. Or, ce travail humain, il se divise en deux. Il y a des tâches humaines qui sont éminemment répétitives, dont on voit immédiatement qu'elles pourraient être faites par des robots, par des machines. C'est tout à fait d'actualité. Au moment où on parle des tâches répétitives qui vont disparaître, il est très possible que les choses aient évolué en 10 ans, puisque le film, si j'ai bien compris, remonte à 10 ans. Et puis il y a d'autres tâches qui sont quand même des tâches très, très minutieuses, où quand même l'humain réapparaît. Peut-être qu'à un moment donné, il y a quand même des tâches qui resteront spécifiquement humaines. Mais ça, c'est... Oui, c'est effectivement une question de division du travail. Enfin, vos deux questions se rejoignent là-dessus. C'est-à-dire que couper en deux, c'est une des procédures les plus élémentaires et les plus évidentes, qu'il s'agisse d'un bœuf ou d'une carotte. Et donc, on a ce plan de symétrie, si je peux dire, souvent vertical, qui effectivement ordonne le film fortement, parce que les gestes industriels eux-mêmes sont basés sur une certaine logique de la construction du vivant. Et pour ce que vous dites, taxe sur les robots, comme le propose Hamon, oui, il y a encore des tâches qui sont faites là à la main, dont on voit qu'elles pourraient être mécanisées. Par exemple, la fille qui coupe la peau du cou des poulets toute la journée, on imagine dans quel état on rentre le soir chez soi. On a du mal à l'imaginer, justement. Ça pourrait être robotisé. Ou alors, on peut pousser d'un côté, et le film laisse ouvert la réflexion. On peut pousser du côté, ah ben heureusement ça va être robotisé, ou bien peut-être vaudrait mieux arrêter ces batteries de poulet complètement dingues, et puis manger du poulet 2 fois par mois et non pas 4 fois par semaine. Et à ce moment-là, le problème se pose tout autrement, n'est-ce pas, de leur exécution, si je puis dire. C'est évidemment toute la question que le film soulève. Il y a une scène qui m'a touchée, c'est quand la femme, justement, que vous citiez tout à l'heure, mange son sandwich. On voit bien qu'elle essaie de récupérer un peu de féminité à ce moment-là, dans sa manière de s'essuyer la bouche pour qu'il n'y ait pas de miettes, elle essuie la table, balaye la table de la main. Elle mange précautionneusement, certainement que... C'est la seule qui esquisse un sourire au filmeur, oui, aussi. Hein, oui, aussi. Et par rapport à la bande de son, à un moment donné, je me suis sentie encore plus éloignée des acteurs du film, enfin, des personnages, des travailleurs. C'est qu'ils ont tous des casques qui les protègent du son. Et nous, spectateurs, on subit le son. Et ça éloigne encore plus le spectateur de ce qu'il voit. Ça lui donne un confort pour raisonner mieux aussi sur ce qu'il voit. Voilà. Vous avez remarqué qu'il introduit ça progressivement. Il y a d'abord le dripping sur l'image toute verte, là, on voit qu'on cultive, je ne sais pas quoi, des salades hors sol. Et puis après, on commence à entendre le piaillement des poussins qui va atteindre son plein régime avant qu'on les voit catapulter, au moment où la dame passe juste au bord de la caméra avec ses paniers roulants. Il y a un travail sur le son absolu, sur le piaillement des poussins, qui est constant, évidemment, qui est absolument formidable. Il y a une vraie partition sonore dans ce film. C'est sûr que ça a été remarquablement travaillé. Oui. Oui, je vais revenir sur la dame que la dame devant évoquait. La dame qui a jeté son couteau. Oui, parce que la scène qui m'a littéralement sidérée, c'est celle où on voit cette dame en train d'aiguiser son couteau, très doucement, très minutieusement. Oui. Avec beaucoup de savoir-faire. Très solitairement, avec beaucoup de savoir-faire. Et il y a un suspense extraordinaire à ce moment-là. Et là, tu parles d'objectivité, de cinéma objectif, mais la question de la narration qui a été soulevée pose évidemment la question de la sélection des gestes. Enfin, quels sont les gestes que le réalisateur choisit de montrer parmi tous ceux qu'il a filmés? Et dans un deuxième temps, comment le monteur va-t-il opérer la narration? Et là, je trouve qu'on est dans un moment presque suraigu, où on est à
à des années, enfin, très très loin de toute forme d'objectivité, parce que là, il y a la sélection d'un geste, il y a littéralement la mise en scène d'un geste extrêmement singulier, totalement fantasmatique, compte tenu aussi de la personnalité de cette femme qui n'est pas neutre et sur laquelle il revient ensuite. Donc, voilà, j'aurais aimé entendre... Je frapperai sans haine et sans crainte comme un boucher, un poète connu. Oui, non mais bien sûr que de toute façon, le mot objectivité, il est très difficile à manier, parce que poussé à l'extrême, c'est ce qu'avait dit un critique théâtral, je crois, à la fin du 19e siècle, quand il est devenu très vieux, il a avoué publiquement, dans les revues signées, qu'il n'avait jamais été voir une seule des pièces qu'il critiquait pour rester objectif. C'est ça la définition de l'objectivité totale. Donc évidemment qu'il a choisi des gestes et des rythmes, il a choisi de raccorder les tournesols brûlés après les tournesols aspergés, etc. Bien sûr, il y a une construction, il y a un choix très méticuleux. Mais la position de la caméra est globalement ce qu'on appelle caméra objective. Mais je pense que Gerhalter ne dirait pas « mon film est objectif ». Il dirait « mon film est quoi ? Démonstratif, descriptif ». Et à l'exclusion de... Et comme il le dit lui-même aussi dans une interview, il dit « avec le monteur, on a assez vite renoncé à expliquer. Les choses vont se répéter, vont revenir, les gens vont voir quelle partie de la chaîne... Alors il y a quand même plusieurs maillons des fois. Mais voilà, c'est l'idée... on pourrait mettre en regard de ce film, par exemple, le film de Bitomski, qui est un collègue allemand de Gerhalter, qui est de la même école, sur Volkswagen Complex. C'est-à-dire que vous avez un film d'1h30, mais à la fin, vous sortez du film, vous savez comment on fabrique une voiture. J'ai senti des spectateurs récalcitrants, d'ailleurs, vis-à-vis de cette approche radicale. C'est-à-dire qu'on... Et dans l'entretemps, vous avez l'histoire de Volkswagen avec des archives. Inauguration par Hitler, etc. Construction de Wolfsburg, etc. Mais là aussi, Bitomski avait choisi de suivre. Lui, on part de la tôle, et à la fin du film, on a la voiture qui sort. Mais on a vu toutes les opérations intermédiaires pendant le film. C'est-à-dire, ce que je reprochais souvent aux étudiants de la FEMIS, quand j'en avais, aux stagiaires de l'atelier documentaire, c'est que vous ne pouvez pas contourner votre sujet. Comprenez ? Si votre sujet, c'est la fabrication d'une voiture, on ne va pas faire un tour de passe-passe en montrant uniquement des pubs sur les bagnoles. Il faut quand même montrer quelque chose du travail humain, de l'assemblage, de la logique, en l'occurrence mécaniste et capitaliste, qui préside à ça. Et là, je pense que Gerhalter prend son sujet suffisamment au sérieux. Il ne nous épargne pas, à la fin, les abattoirs bovins, qui sont certainement les plus durs, mais il y a aussi des grandes références et des connotations iconographiques fortes sur la carcasse de bœuf, évidemment, depuis l'Antiquité. On a ce portrait tragique, si je peux dire, de la condition bovine. Je me demandais pour la durée des plans, est-ce qu'il y a une décision justement objective entre guillemets? Est-ce qu'ils ont une durée à chaque fois symétrique, les mêmes d'un plan à l'autre, ou est-ce que les plans sont déterminés? J'imagine que la descente à la mine, là c'est déterminé par l'action, mais oui. Il y a d'autres plans qui peuvent s'arrêter avant ou après. Est-ce qu'il y a une durée je ne crois pas qu'ils aient un étalon de mesure. Oui, c'est ça. Sauf que bon, il faut quand même qu'il y ait un rythme, parce qu'ils ont suffisamment de cas variés pour éviter quand même ou un ennui, ou une horreur persistante, ou un malaise du spectateur. C'est vrai qu'après les bœufs, on est content de revoir un peu des poivrons. Bon, le poivron soulage-t-il du bœuf? Je ne sais pas. Peut-être que le bœuf au poivron, c'est un truc intéressant quand même. Mais je ne pense pas qu'ils aient pris un étalon. C'est plutôt lié. Mais du fait que ces industries ont quand même une rythmique assez proche les unes des autres. Parce que la mécanisation, il n'y a pas des milliers de solutions. C'est un peu... donc voilà. C'est dit, les machines qu'on voit, on a vraiment... Il y a des choses incroyables. Des insectes là, sous terre, là. Ouais. Une espèce de truc là, ce qui après la mine de sel. Ah oui, qui secoue le larve aussi. Oui. C'est une invention incroyable. Ah oui,
côté, il le dit, hein, qu'il est fasciné par les jouets et par les inventions mécaniques. Et c'est bien que passe quelque chose de ça aussi dans le film, qu'on ne soit pas uniquement dans le registre d'une dénonciation. Et c'est pour ça que l'ambivalence est là, et c'est ça qui fait la force du film. C'est aussi ce que dit Wiseman, il dit, moi mes films, j'essaie de les faire pour que les gens puissent se faire une opinion sur est-ce que l'armée c'est bien, est-ce qu'envoyer des gars au Vietnam c'est bien, ben, je filme une base d'entraînement au Vietnam. Et voilà, je filme le plus directement possible le cursus d'un futur soldat qui va être envoyé au Vietnam. Voilà, il y a une approche un peu comme ça qui fait que le spectateur est juge d'un processus. Justement, la scène éthiopienne de l'avion, parce que là dans le film, on ne se sent pas physiquement menacé. Enfin, c'est un peu tellement qu'on se dit mais la scène d'Hitchcock, je me souviens plus précisément comment elle est construite, avec les rapports, la musique, oui. Non, le temps est assez silencieux. Il y a le bruit de l'avion, puis il y a le mitraillage. Et justement, où exactement, comment c'est différent, c'est ça, j'aimerais bien, si tu te souviens bien. Je crois que Stéphane l'a pointé tout à l'heure, hein, c'est nous qui sommes sous la douche, là c'est plus Cary Grant. Et justement, qu'il n'y ait aucun... Alors il paraît qu'en Russie, Ouzbékistan, etc., ils pulvérisent avec les mômes dans le coton. Ils pulvérisent avec les gosses, parce que c'est beaucoup de gosses qui font la cueillette, hein, c'est manuel, il n'y a pas vraiment de machine pour le coton. Et pour ne pas perdre de temps, ils pulvérisent pendant que les cueilleurs sont encore dans les rangs. Merci Poutine. Enfin, ça ne vient pas de lui, ça existait bien avant déjà. Mais je doute qu'il ait mis fin à cette pratique. Quoique, peut-être, on ne sait jamais. Une dernière question, parce que je sens que l'heure approche. C'est juste une remarque, c'est en oui. vous entendant. Je voulais revenir sur la narration du montage, par le montage. J'ai le sentiment que esthétiquement, effectivement, on a beaucoup de figures horizontales, verticales. Et par contre, dans la narration, il y a quelque chose de l'ordre de la spirale, en fait. Qui fait que la pensée, ça nous fait avancer comme dans une spirale. Un mouvement de reprise. Voilà. Et contrairement à Eisenstein, où voilà, on aurait des montages chocs, par exemple, qui pourraient, même sans parole, nous signifier en fait des choses. Je pense par exemple à ce plan que je trouve assez terrible, qui a l'air simple, mais qui est très il évoque justement à un moment donné dans cette spirale quelque chose de l'ordre du montage socle qui serait éloigné. C'est le moment où les ouvriers sont transportés en fait vers les asperges. Voilà, pour les asperges. Et là, on ne peut pas s'empêcher, alors que c'est plus tôt dans le temps, de penser au cochon. Au cochon du début. Et c'est pour ça que je dis que ça, voilà, tout à coup, qu'il y a cette narration qui fonctionne en spirale. Très juste. Mais je pense que si on revoit le film plusieurs fois, si possible pas le même jour, parce que c'est un peu éprouvant, je pense qu'on va trouver ce jeu, vous avez tout à fait raison de le souligner, ce jeu spirale de résonance et d'écho d'un mouvement à l'autre, avec à chaque fois un petit glissement. Il y a un rapport au cochon, mais il y a quand même aussi le choc de la coupe, là, du montage cut, parce que juste avant, il y a des œufs. Ouais. Et du coup, c'est comme si on mettait les gens dans des coquetiers qui sont en fait leur siège de bus. Il y a un effet vraiment comme ça. Chacun à sa place, comme si c'était une barquette de 12 œufs. Voilà, donc le 20 mars, nous nous retrouvons autour de Vertigo, film essentiel, important, à mon avis un des plus beaux de l'histoire du cinéma, je ne suis pas le seul à le penser, et autour de la caméra subjective et du choc entre champs. Pour les courageux, la veille, donc un dimanche, de 10h à 14h, j'aurai le plaisir de consacrer une séance des dimanches de Varan, aux ateliers Varan, impasse Montlouis, sur le thème Us et Abus de l'image d'archi. Voilà. Donc, merci François. Merci.